1890-1918, le tournant du siècle, la fin d'une époque, le basculement brutal dans le monde moderne, témoin des plus grandes avancées et des pires atrocités. L'essor du progrès scientifique et des innovations technologiques, l'épanouissement des arts avant-gardistes qui côtoient de nouvelles formes de pauvreté et de graves tensions sociales, pour finalement aboutir à la Grande Guerre, le premier cataclysme du XXe siècle. Aronville, un petit village agricole du Vexin. C'est ici, le 14 juin 1889, que naît Albert André Blossier. Son père Eugène est journalier. C'est un paysan sans terre. Sa famille s'est installée depuis le XIVe siècle dans les 3 ou 4 villages alentours. Sa mère, Louise Derly, est née à quelques kilomètres de là, à Gisors. Elle est domestique chez les fermiers qui emploient Eugène. C'est là qu'ils se sont vus pour la première fois, un dimanche de 1887, après la messe. Eugène, 26 ans, s'est approché de Louise, qui en avait à peine 20. De quelques mots choisis, qu'il a tournés encore et encore dans sa tête, il lui a dit qu'il voudrait bien se marier avec elle. Louise avait remarqué ce grand garçon à l'œil vif, habile et rapide à la tâche. Une semaine après, Eugène a attelé une carriole pour faire les 30 kilomètres qui le séparaient de Gisors et est allé demander la main de Louise au père Derly. Celui-ci aurait préféré un meilleur parti pour sa fille que ce garçon sans situation, mais il a dit oui. Les 2 hommes se sont serrés la main, parce que c'est comme ça que le sort d'une fille se scellait, et puis Eugène est rentré à Aronville et on a organisé la noce. Très vite, en 1888, un premier garçon, Georges, est né. Albert André est arrivé 1 an après. On lui a donné 2 prénoms parce qu'il fallait faire plaisir à tout le monde. Il n'a jamais aimé le premier et s'est employé à ce qu'on n'utilise que le second, André. Quelques jours plus tard, il a été baptisé, tout comme son frère, son père et son grand-père, dans l'église d'Aronville. En 1890 est née une petite fille, Georgette. Elle n'a pas vécu longtemps. L'histoire de la famille Blossier, c'est celle de la paysannerie française jusqu'à la fin du XIXe siècle. Des cultivateurs sans terre, des journaliers, des serfs au service de grands fermiers. Depuis 1870, la vie devient plus dure dans les campagnes françaises. Des famines apparaissent. La baisse des rendements permet aux patrons de se montrer intraitables avec les ouvriers agricoles. À la différence du monde de l'industrie, ils n'ont pas accès au syndicalisme. Je m'appelle Michel Blossier, je suis photographe. Albert André est mon grand-oncle, le 2e fils de mon arrière-grand-père paternel. C'est dans le cadre de la préparation d'un documentaire sur la mémoire familiale que j'ai découvert son existence. Tout le monde possède des photos de ses ancêtres. Mais si ces images ne sont pas renseignées, il suffit de 2 ou 3 générations pour que la mémoire soit abolie. Pour ces personnes sur les photos, c'est comme une deuxième mort. L'oubli, comme dans Huis clos, la pièce de Jean-Paul Sartre. Pour ce documentaire, je me suis mise à explorer les archives de ma famille. La découverte des images, les recoupements, les impasses, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Je me suis arrêté sur la photographie d'un jeune soldat que j'avais déjà entreaperçu lorsque j'étais enfant, sans savoir exactement de qui il s'agissait. Je disposais d'un fond que j'imaginais considérable, mais qui conservait beaucoup de lacunes et de zones d'ombre. Je me suis tellement pris au jeu que j'ai mis en suspens ma première idée de film pour concentrer mes recherches sur la personnalité d'Albert André. En cela, les archives disponibles, qu'elles soient municipales, régionales, militaires, ne mentent pas. Elles permettent de recomposer le passé avec fidélité. Elles n'autorisent cependant pas tout, et il a fallu compter sur le hasard, sur la persévérance, et quelquefois sur la chance, comme lors de l'identification d'Eugène en garçon laitier sur une photo trouvée sur internet et prise vers 1900, à un endroit de Paris où je passe chaque jour, ma famille ayant une propension à la sédentarité depuis près de 120 ans. Pour la plupart, les Français, et a fortiori les Françaises,
ne gardaient la trace de leur nom que sur les registres de l'état civil ou sur les tombes des cimetières. Le monde paysan de la France de 1900 a finalement assez peu évolué depuis celui décrit par l'historien Marc Bloch à propos de l'époque médiévale. Après 1918, et pour la première fois, les gens du peuple ont laissé une trace collective, toutes origines sociales confondues. Et il faut noter la grande qualité et la disponibilité des archives civiles et militaires françaises. En 1893, la situation des Blossiers devient intenable. Les récoltes sont mauvaises. Le patron met cela sur le dos des journaliers. La famille quitte le Vexin et traverse l'Oise pour s'établir dans une autre exploitation, à Villiers-Adam. Les deux jeunes garçons s'initient au monde rural. Leur chemin est tout tracé. Mais Louise meurt le 31 mai 1895. Elle avait 27 ans. Eugène ne sait plus vers qui se tourner. Il a quitté son village, sa communauté. Il est désormais seul avec ses deux garçons. Ce sera donc à Paris. Après tout, il a bien compris qu'il n'y avait plus de place pour lui et pour ses fils dans ce monde agricole qu'il a fini par haïr. Il s'installe dans un quartier nouveau, constitué d'immeubles de 6 étages, de rues pavées et de boutiques qui regorgent de marchandises. Le 18e arrondissement au pied de Montmartre. Cela fait à peine 40 ans que ces anciens faubourgs ont été avalés par la capitale. Tout y est neuf, tout y est possible. Eugène est embauché comme garçon laitier dans une laiterie industrielle de la rue Ordener. Avec son attelage, il distribue chaque matin les pots à lait dans les nombreuses crèmeries du quartier. C'est un travail facile et incroyablement bien payé par rapport à la culture de la terre. Avec Georges et Albert André, il occupe une soupente au 28 de la rue Simard. Un homme seul avec 2 jeunes enfants, ça ne se fait pas. La concierge joue les entremetteuses et lui fait rencontrer une jeune fille originaire de l'Orne, Berthe Le Thoré, qui habite juste en face, au numéro 35 de cette rue populaire. Il se marie à la mairie du 18e le 16 mai 1896 et déménage dans un immeuble un peu plus bourgeois au 63 rue Montcalm. Ensemble, ils auront 4 enfants. Thérèse en 1897, les jumelles Rose et Margot en 1903 et le petit Robert en 1907. En 1900, Paris est à l'apogée de sa réputation de ville lumière. En 6 mois, l'exposition universelle a accueilli près de 50 millions de visiteurs, 83 000 exposants et des dizaines d'édifices qui montrent l'essor des nations et la grandeur de la France. Entre le Champ de Mars et les Invalides, les visiteurs découvrent le pont Alexandre III et le Grand Palais, ou grimpent sur la Tour Eiffel, joyau de l'exposition de 1889 que l'on n'a finalement pas démonté. Un trottoir roulant de 3,5 km leur permet de se déplacer entre les différents sites. Dans le reste de la ville, les choses ne sont pas aussi grandioses et spectaculaires. Paris compte 2,7 millions d'habitants, 600 000 de plus qu'aujourd'hui. Il n'existe aucun logement à loyer modéré. Les franges les plus pauvres de la population sont cantonnées aux limites de la capitale. Beaucoup se retrouvent dans la zone, une bande de terrain vague située près des anciennes fortifications. D'autres s'installent du côté de Montmartre. L'ancien village est également le repère des artistes et une grande partie de la butte n'est encore qu'un vaste bidonville. Albert André, lui, a du mal à se faire à cette nouvelle vie. Il aime bien les nouveaux enfants de son père, surtout la petite Thérèse qui naît lorsqu'il a 8 ans. Mais sa belle-mère est dure. La vie au grand air lui manque. Le contact des animaux également. Il n'y a rien pour le satisfaire dans cette ville qu'il ne comprend pas. L'école, en revanche, n'est pas un calvaire pour lui, à la différence de son frère Georges, même si son instruction va rester d'un niveau moyen. À l'adolescence, il devient l'apprenti d'un maréchal ferrant. Mais cela ne suffit pas à son besoin de prendre de la distance. Le 15 septembre 1908,
Alors qu'il accomplit son service militaire, il s'engage à 19 ans pour 5 années dans l'armée, au 3e régiment de cuirassiers de Marmande. Est-ce ce film des Frères Lumière et que l'on voit dans tous les stands de foire depuis 1898 qui aura emporté sa décision? En réalité, la vie de cuirassier en temps de paix, c'est plutôt cela. Pourquoi les cuirassiers? Sans doute parce qu'ils ont belle allure, qu'ils sont tous de grande taille. Albert André mesure 1,79 m et qu'il a pu les voir enfants accompagner le président de la République aux revues à Longchamp ou escorter les rois étrangers en visite. À la même époque, Louis-Ferdinand Céline fera le même choix, fasciné par le passage de la troupe place Clichy, comme il en décrit le ressenti dans les premières pages du Voyage au bout de la nuit. Dans le 18e arrondissement, ses frères et sœurs vont être les témoins de faits divers retentissants. En 1909, le quartier est en émoi. Un trou s'est formé en un instant rue Tourlaque, précipitant un homme et une femme avec son landau dans les entrailles des anciennes carrières de Montmartre. Si l'homme est récupéré rapidement, les pompiers mettront plus d'une nuit pour retrouver les corps sans vie de la femme et de son enfant. Si Montmartre, par sa situation, est épargné par les crues de la Seine en 1910, le quartier est bientôt secoué par une nouvelle affaire qui va prendre une ampleur nationale. Le 21 décembre 1911, la bande à Bonneau innove en signant le premier braquage en automobile en France contre la Société Générale de la rue Ordener. Les badauds s'attroupent. Ils sont tenus en respect par les bandits, très calmes, qui tirent en l'air. Bonneau démarre en trombe. L'auto bifurque rue des Cloïs. Les hommes repartent avec un butin décevant, 5 000 francs en espèces et 30 000 francs de titres. La presse s'empare de cet audacieux attentat en plein jour à Paris. Les aventures de la bande qui ridiculise la police passionnent la France. La situation de la famille Blossier s'améliore. Elle laisse le petit appartement de la rue Montcalm pour s'installer au 179 rue Ordener, dans un immeuble tout neuf. Après une longue période de jachère, le pâté de maison vient d'être totalement reconstruit. En 1882, l'explosion de l'usine de feux d'artifice de Ruggieri avait rasé les maisons alentour, qui avaient longtemps été remplacées par des baraques de tôle et de bois. Georges, qui a désormais 24 ans, quitte la maison pour faire un beau mariage avec une demoiselle du Sandier. Ensemble, ils vont habiter les beaux quartiers de l'Ouest parisien et auront un garçon qu'ils appelleront André. La seule trace écrite de la main d'Albert André qui nous soit parvenue est une carte postale qu'il a envoyée à Hiram du Sandier pour lui demander des nouvelles de sa famille. Dans cette lettre, la distance avec sa famille est évidente et le soldat en garnison semble en souffrir. Pourtant, Albert André a pris goût à la vie militaire. En septembre 1909, il est nommé brigadier puis maréchal des logis le 14 mars 1911. Son régiment est désormais cantonné à Vouziers dans les Ardennes. En 1912, il fait la connaissance d'une jeune femme de 19 ans, Suzanne de Bande. Son père, Pierre-Joseph, est surveillant à la sucrerie Frères, qui se trouve alors en pleine ville. Il se marie le 23 septembre 1913. Eugène, qui a donné son consentement à ce mariage, n'y assistera pourtant pas. Berthe a mis son veto à cause de la dépense que représenterait ce voyage. Le jeune couple s'installe au 50 de la rue Désiré-Guéliot, dans une toute petite maison qui existe encore. Albert André, qui se fait désormais appeler André tout court, se réengage pour 1 an le 13 septembre 1913. Suzanne est enceinte et va accoucher le 10 juin 1914 d'un garçon prénommé Robert comme le petit dernier d'Eugène. Le 4 juillet, André, appelons-le désormais André,
décide de rester dans l'armée pour 2 années supplémentaires. La suite, ce n'est pas André qui va en décider. Le 3 août 1914, à l'issue de ce qu'on appellera plus tard la crise de juillet, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Pour André, le moment de vérité est arrivé. Malgré ses nouvelles responsabilités familiales, il se sent prêt. La guerre, odieuse et fascinante, le happe. Le 31 juillet 1914, en préparation d'un conflit inéluctable, le régiment a quitté Vouziers pour la Belgique. Il se rapatrie vers Saint-Quentin, dans l'Aisne, afin de prendre part à la bataille de Guise. C'est le baptême du feu, l'instant où le soldat sait enfin quelle est sa valeur, comme l'exprime Blaise Cendrars dans J'ai tué. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe, œil pour œil, dent pour dent. À nous deux maintenant, à coups de poing, à coups de couteau, sans merci. Je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le Boche. J'étais plus vif et plus rapide que lui. Plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi. J'ai tué, comme celui qui veut vivre. Le régiment repasse l'Aisne le 14 septembre à Pont-Aven, puis s'engage dans la course à la mer, qui le mènera à participer à la bataille de l'Isère. Afin de stopper le contournement opéré par les Allemands, Joffre, le généralissime, a précipité toute sa cavalerie vers le nord. Les Allemands, arrêtés par les troupes françaises dans la Marne, tentent en effet par tous les moyens de contourner l'obstacle et de rallier Paris par la Belgique. Le peuple et l'armée belge, héroïques, ralentissent la progression allemande. Le roi Albert ordonne d'inonder la zone entre Nieuport et Dixmude en ouvrant les écluses sur l'Isère. L'entrée des Allemands en Belgique est marquée par de nombreuses atrocités qui n'ont rien à voir avec les codes de la guerre. Des villes et des villages bombardés, incendiés, les populations déplacées, des civils fusillés, des femmes violées. Dès les premières batailles, on s'aperçoit bien vite que l'armée française n'est pas préparée au choc. On a souvent parlé des pantalons rouges des fantassins, cible de choix pour les mitrailleuses Maxim. Le cuirassier de 14 n'est pas mieux loti. Il ressemble à celui de Reichshoffen ou d'Austerlitz. Il a 100 ans de retard. Une guerre de chevaliers à l'ère industrielle. Le 3e cuirassier, le régiment d'André, va durablement s'installer à Nieuport, côté belge. La découverte de la mer pour ces soldats issus de toutes les provinces de France sera certainement source d'un émerveillement de courte durée. La monotonie de la garde aux tranchées, l'attente de l'ordre d'attaque, voilà désormais le quotidien d'André. Pas vraiment ce dont il avait rêvé. Début 1916, il demande à être versé comme mitrailleur dans l'infanterie. Il intègre le 141e régiment d'infanterie le 31 janvier 1916 et se retrouve sur le champ de bataille de Verdun. C'est pour lui une révélation. Pendant 33 jours, sa division est sans cesse en mouvement, au contact permanent, à quelques mètres des lignes ennemies. Dans ses carnets de guerre, Henri Barbus écrit « Le bombardement remue tellement la terre que la plaine semble prise de fureur, de convulsions. » Il est nommé adjudant le 26 avril 1916 et reçoit sa première citation à l'ordre de la 58e brigade le 30 septembre. Un de ses supérieurs note Sous-officier très crâne, venu de la cavalerie comme mitrailleur.
s'est tout de suite fait remarquer au régiment par son courage et son dévouement absolu. Il n'a pas hésité à sortir les mitrailleuses de leur blocos afin d'enrayer plus efficacement une attaque ennemie. Il a maintenu sa section sous un violent bombardement malgré des pertes assez sensibles. À l'arrière, la vie a repris et les soldats permissionnaires ont du mal à communiquer avec les civils. À Paris, la guerre, enterrée, semble lointaine. Dans les provinces de l'Est, Suzanne et le petit Robert ont fait partie des populations déplacées, car la ville de Vouziers se trouve sur la ligne de front. Les retrouver est d'autant plus difficile que les permissions sont de courte durée et les trajets rendus difficiles par la destruction des infrastructures. La haine du Boche, en revanche, ne fait que s'exacerber. Elle est naturellement inculquée aux enfants depuis la défaite de 1870. L'Allemand est une brute sanguinaire que seule la bière et le lard peuvent apaiser. Une chanson, Noël des enfants qui n'ont plus de maison, composée en décembre 1915 par Claude Debussy, devient un hymne patriotique qui, s'il prête à sourire aujourd'hui, est à l'époque parfaitement pris au pied de la lettre. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre, pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu tout ça, qu'est-ce que l'on va faire? Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, laissez-les. Vengez les enfants de France, les petits Belges, les petits Serbes et les petits Polonais aussi. Si nous en oublions, pardonnez-nous. Noël, Noël, surtout pas de joujoux. Tâchez de nous redonner le pain quotidien. 1917. Trop d'années avec la guerre comme seule perspective. L'enthousiasme des premiers départs a laissé la place à la sidération. La France envahie, un hiver sans fin. Tout le monde nous regardait grave et silencieux, remarque Louis Barthas dans ses carnets, comme devant un cortège de condamnés à mort. Beaucoup se découvraient. André se jette dans la guerre totale. Les coups de force se multiplient au sein de son unité, et avec eux, l'étourdissement absolu, une catharsis. Y a-t-il encore de l'humanité dans ces plaines ravagées? Le paysage patiemment modelé, génération après génération, n'est plus. La roche, la croûte terrestre est à nu, antichambre des enfers. Et y a-t-il encore de l'humanité dans l'œil, dans la main de ces hommes si jeunes, dont la seule ambition est de tuer, sans plus se soucier de leur propre mort? Citation à l'ordre de la division le 23 octobre 1917. Sous-officier d'une rare énergie et d'un sang-froid remarquable, s'est placé lui-même à une pièce qui venait d'être retournée par un obus, stimulant l'ardeur de ses hommes par son mépris du danger. Citation à l'ordre de la division le 22 juin 1918. Chef de section de mitrailleuses plein de calme et de sang-froid. Le 5 avril 1918 a appuyé vigoureusement une contre-attaque avec beaucoup d'à-propos et de courage. Il sera blessé quelques jours plus tard dans la Somme, le 12 avril 1918, aux alentours du château de Hangard en Santerre.
La plaie est superficielle, c'est pour lui l'occasion de venir voir son père, ses sœurs et son petit frère à Paris. Georges est sur le front lui aussi. Il traversera la guerre sans une égratignure. André les emmène chez un photographe de la rue Ordener. À sa sœur Thérèse, il offre également sa médaille militaire. Ils ne sont pas si nombreux, les soldats français de 14-18, à l'avoir reçu de leur vivant. Pour ses citations, il aura la croix de guerre, avec une étoile de bronze et 2 étoiles d'argent. À la fin de l'été 1918 commence la bataille de la ligne Hindenburg, qui sera décisive pour la victoire des Alliés. Du 16 au 28 septembre, le régiment d'André est engagé dans les combats du Moulin de la Faux dans l'Aisne. Sa compagnie est sous le feu constant des obus à gaz. Le 28, les soldats de l'Empire allemand effectuent un mouvement de recul. Les Français se lancent à leur poursuite, dépassant le village de Vaudesson. Le bataillon s'installe en fin de journée dans les ruines de la ferme Roset, à 800 mètres au sud du canal de l'Ailette. Un emplacement stratégique. Repousser l'ennemi au nord de ce cours d'eau, c'est l'assurance de le couper de ses lignes d'approvisionnement. Le lendemain, le bataillon d'André passe en tête. Les combats sont terribles. Les Allemands tiennent leur position mètre par mètre. Les pertes françaises sont considérables. La terre est bleue de bons hommes. Suivre le parcours militaire de mon grand-oncle a finalement été assez facile. Les archives sont nombreuses et permettent de rapprocher l'individu du contexte. Le ministère des Armées met à disposition de tous des documents personnels, mais également les journaux de marche des régiments, qui, une fois que l'on sait interpréter les expressions et se détacher du lyrisme dont font preuve quelquefois leurs rédacteurs, donnent une vision assez précise du quotidien des troupes, de l'attente, des engagements et restituent nominativement le nombre de blessés, de tués et de disparus. En cela, les échanges avec les archivistes, le personnel des mairies, les rencontres impromptues comme celle dans un cimetière avec le responsable du souvenir français pour les Ardennes ont été extraordinaires d'humanité. Bloqué dans mes recherches, j'ai pu également compter sur l'aide d'un groupe de passionnés d'histoire et par ricochet, avoir accès à des documents déterminants qui m'ont été confiés par le président de la Société archéologique et historique de Soissons. Il faut bien se figurer ce qu'ont été les derniers combats dans l'Aisne. Jusqu'en 1914, à perte de vue, le Soissonnais ce sont des terres hâtives, promptes à donner aux hommes, des terres à asperges, à abricotiers. En 1918, après 4 années de combats acharnés, le recul allemand s'accompagne d'une dévastation systématique. L'armée du Kaiser brûle les dernières maisons, défonce ce qui reste des chemins en les faisant sauter à la mine et les encombre d'arbres renversés. Parmi les dévastations commises par les Allemands, il y en a un grand nombre qu'aucune raison militaire ne peut expliquer, au premier rang desquels se trouve la mutilation des arbres fruitiers. Les arbres sont sciés à hauteur d'homme, ou au ras du sol et laissés en place, pour bien montrer que le seul but poursuivi est la destruction pour la destruction. Combien a-t-il fallu de soins attentifs pour faire pousser ces poiriers ou ces pommiers ? Plusieurs générations les avaient regardés grandir, les avaient protégés, cultivés, avaient récolté leurs fruits. En un instant, le travail de tant et tant d'années est anéanti. La débâcle allemande d'octobre et novembre 1918, c'est l'agression ultime et impardonnable. Celle d'agriculteurs devenus soldats, qui se vengent sur d'autres agriculteurs, qui leur disent « si nous ne pouvons pas en profiter, alors plus personne n'en profitera ». Vers 20h, ce 29 septembre 1918, le bruit strident d'un obus déchire le ciel. Il y en a tellement eu depuis 1914. Mais celui-ci tombe à quelques mètres d'André. Il ne peut croire qu'il est touché. Il est stupéfait. Si près du but, pense-t-il. Il voit l'autre rive de l'Ailette. Il voit la fin de la guerre, si proche, l'ennemi qui fuit.
100 ans plus tard, les arbres qui ont poussé sur ce champ de bataille témoignent de la tourmente du sol dévasté. Partout des formes inquiétantes, étranges, sépulcrales. Ici, on n'entre pas dans un cimetière, on est à l'intérieur du tombeau. André, touché à 4 endroits par les shrapnels allemands, est évacué dans la nuit dans un hôpital de campagne de l'Arrière. L'ambulance 251 à Ambleny, au sud de Soissons. Il va agoniser près de 30 heures, malgré les soins prodigués par les infirmiers Pierre Jounin et Claude Vierzeux, qui étaient curés dans la Loire. Mais à 7 heures ce matin du 1er octobre 1918, il ne parle plus. Il ne respire plus. André est mort. Le même jour, nettoyant la rive sud, son bataillon arrive sur les bords du canal. Après un mois de durs combats menés sans trêve ni repos, et après avoir réalisé une avance de plus de 10 km, le régiment est relevé. Les Allemands, eux, ne feront plus que se replier jusqu'à l'armistice, le 11 novembre au matin. Avec la mort d'1,4 million de soldats français, la Première Guerre mondiale plonge près de 600 000 veuves de guerre et 1 million d'orphelins dans la détresse. Les conditions difficiles dans lesquelles vivent nombre de veuves de poilus, qui ne peuvent plus subvenir correctement à l'éducation de leurs enfants, incitera l'État à prendre des mesures pour leur assurer les ressources nécessaires. Tout comme après la guerre de 1870, la France reconnaît naturellement le sacrifice consenti par toutes les mères et toutes les épouses et leur rend largement hommage à travers l'édification de monuments aux morts. Ces femmes, souvent associées à l'énumération nominative des morts, sont soit représentées comme des héroïnes, pleurant celui qui a donné sa vie pour la patrie et soutenues par leurs enfants, soit comme des combattantes qui brandissent le glaive pour abattre le fléau, la guerre, qui leur a pris ceux qu'elles aimaient. Suzanne va devoir se battre pour récupérer la dépouille de son mari contre la famille Blossier. Elle le fait pour sa mémoire et pour le petit Robert, qui devient pupille de la Nation en 1920. Il vivra à Attigny, près de Vouziers, et mourra en 1971. Sa mère s'éteindra en 1983, à l'âge de 90 ans, sans s'être remariée. Ultime et dérisoire victoire sur les monuments aux morts de l'église et de la mairie de Vouziers, comme sur celui du Père-Lachaise, Albert André aura réussi à se faire tout simplement appeler André. Sur les bords de l'Ailette, 100 ans ont passé. Pourtant, au cœur de ce qui reste une zone rouge inconstructible et même incultivable, la terre se souvient des outrages qu'elle a subis. La végétation anarchique qui y pousse est un témoignage de la violence qui s'est déchaînée à cet endroit. Moi, si cartésien, j'ai été pris d'une angoisse que je n'avais jamais ressentie lorsque je me suis enfoncé au cœur de ces broussailles. Mes recherches m'ont fait prendre conscience de ce qui s'était réellement passé là, même si je suis certainement encore très loin de l'atroce réalité. Et si à Vaudesson j'ai entendu la multitude, c'est bien le destin d'André que j'ai touché de mes mains à travers cet émouvant billet d'hôpital qui m'a été transmis par le service de santé des armées. Un document administratif, technique, mais qui a pour moi une valeur inestimable. On dit son dernier souffle. Ma rencontre avec André m'aura conduit à l'accompagner un moment. J'ai de l'empathie pour ce jeune homme qui s'est extrait de sa condition, mais qui n'aura pas eu, comme tant d'autres, le temps d'explorer cette liberté. Si je me suis attaché à mettre mes pas dans les siens, je n'ai cependant pas réussi à retrouver la tombe d'André. Elle n'existe vraisemblablement plus, détruite comme tant d'autres à l'occasion d'un remaniement de cimetière. Après tout, peu importe, il y a un lieu pour se souvenir de tous les soldats. Mais à travers ce documentaire, j'espère lui avoir rendu hommage et ce faisant, l'avoir encore conservé parmi les humains.